Aujourd'hui, on va explorer les lieux les plus glauques et mystérieux de notre planète. On commencera par des endroits étranges mais encore accessibles au grand public, avant de plonger étape par étape dans des lieux troublants, voire sinistres. Voici un aperçu des endroits que nous allons découvrir, et je parie que la plupart d'entre eux vous sont totalement inconnus. Plus on avancera dans cette vidéo, plus les lieux deviendront intrigants ou dérangeants. Préparez-vous à être surpris, et peut-être même terrifiés. Bienvenue dans la partie finale des lieux les plus glauques et mystérieux sur Terre. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais une minute de votre temps pour vous présenter le sponsor de la vidéo, Oli. Oli, c'est une solution plus saine aux sodas d'aujourd'hui. Ça ne remplacera jamais la consommation d'eau, mais si vous buvez des sodas comme la plupart des gens, alors Oli peut être fait pour vous. Pas de sucre ajouté, très peu de calories, des vitamines et surtout un vrai bon goût. Et pour faire votre boisson, rien de plus simple. Vous mettez de l'eau, des glaçons, la poudre Oli et c'est tout. Personnellement, je suis un grand buveur de thé glacé et il va de soi que je n'ai pas pu passer à côté de la gamme Iced Tea. En ce moment, mon goût préféré c'est la pêche, un classique. Vous avez également des boissons énergisantes de la gamme Energy à consommer avec modération et à partir de 16 ans, une gamme hydratation pour le sport riche en électrolytes, et sans oublier les milkshakes qui reviennent en ce moment. Et si vous ne savez pas par quel goût commencer, alors essayez l'un des 4 packs découvertes, vous trouverez forcément votre bonheur. Si ça vous tente et que c'est votre première commande, alors vous pouvez utiliser le code RUBNES5 qui vous donnera 5€ de réduction. Et si vous êtes déjà habitué, alors utilisez le code RUBNES pour obtenir moins 10% sur toutes vos commandes. Merci à Oli de m'avoir accompagné pour cette vidéo, et sur ce, retournons dans l'iceberg. Le 30 juin 1908, à 7h13 du matin, une explosion colossale secoua la région reculée de Tunguska, en Sibérie. Cette déflagration est environ 1000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Elle a rasé 2150 km² de forêt, abattant près de 80 millions d'arbres. Et c'est là que l'histoire devient troublante, puisqu'aucun cratère d'impact n'est présent. L'absence de fragments significatifs a transformé cet événement en l'un des plus grands mystères scientifiques du XXe siècle. Les témoignages de l'époque décrivent un ciel illuminé par une boule de feu, suivi d'un grondement assourdissant entendu à des centaines de kilomètres. Des bergers vivant à 70 km de l'explosion ont vu des tentes détruites par l'onde de choc. À 500 km à Kansk, des fenêtres ont explosé et des secousses ont été ressenties jusqu'en Europe. Les nuits suivantes, à cause de la dispersion de poussière dans l'atmosphère, les gens vivant en Écosse ou en Suède pouvaient lire un journal en pleine nuit. À cause de l'isolement de la région et l'instabilité politique en Russie, les premières expéditions scientifiques n'ont eu lieu que 19 ans plus tard, en 1927. L'hypothèse principale, c'est qu'un astéroïde à l'entrée de l'atmosphère aurait explosé en altitude sans toucher le sol, ce qui explique l'absence de cratère. Des analyses récentes, effectuées par l'équipe de Viktor Kvanitsa en 2013, ont détecté des micro-fragments de météorites dans le sol, ce qui va en faveur de cette théorie. Les radiations sur place sont légèrement élevées, et les anomalies génétiques chez certaines plantes locales ajoutent une aura inquiétante au site. Aujourd'hui, la région de Tunguska reste un lieu désolé, où les arbres repoussent en désordre autour de l'épicentre, un marécage surnommé le Grand Chaudron. Le village de Nagoro est situé dans les montagnes de Shikoku au Japon. Lorsqu'on y rentre pour la première fois, on remarque que les rues sont calmes. Les maisons sont encore debout, mais il suffit de faire quelques pas pour remarquer quelque chose d'étrange. Ici, les habitants ne bougent plus puisque ce sont des poupées. Comme beaucoup de villages ruraux, Nagoro a vu sa population diminuer d'année en année. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une poignée de résidents et parmi eux, on retrouve Tsukimi Ayano, une dame qui veut combler le vide laissé par les départs et les décès, et elle fabrique depuis des années des mannequins grandeur nature à l'image de ceux qui vivaient ici. Un voisin, un ami, un membre de la famille, chacun retrouve une place dans le paysage. Partout, ces figures silencieuses occupent les lieux. Un groupe de travailleurs dans un champ, des passagers à l'arrêt de bus, ou encore des écoliers assis face à un tableau. Avec le temps, les visages peints s'effacent, les vêtements se décolorent et la pluie use les tissus. Les poupées s'altèrent mais restent là, immobiles, comme si elles continuaient à tenir leur rôle. Nagoro n'est plus vraiment un village habité, c'est un lieu où le passé veille encore, immobile au bord de la route.
Le pont d'Overtoun est un pont en arc situé à Milton en Écosse. Il a été construit en 1895, et ici, ce n'est pas son architecture qui l'a rendu célèbre, mais son étrange malédiction. En effet, depuis les années 50, des centaines de chiens ont sauté de ce pont, sans raison apparente. Les accidents ont en général lieu par beau temps, et la plupart des victimes sont des collets ou des labradors, des chiens à muselon. Si on écarte les hypothèses paranormales, on a deux explications possibles. Soit ils sont attirés par un son, soit par une odeur. Des tests acoustiques des sons naturels ont éliminé la première possibilité. En revanche, pour l'hypothèse de l'odorat, des scientifiques se sont penchés dessus et ont remarqué que quasiment tous les chiens concernés appartenaient à une race ayant un odorat développé. Mais alors pourquoi cet endroit précis et pourquoi ce comportement aussi étrange ? Pour le moment, on n'a toujours pas de réponse et le plus tragique, c'est que cette étude n'explique pas pourquoi les chiens survivant à la chute décident de remonter sur le pont et de sauter à nouveau. Au large de Sao Paulo, il existe une petite île de 43 hectares dont l'accès est interdit au public. Les autorités brésiliennes en limitent strictement l'entrée, sauf pour quelques scientifiques autorisés. On l'appelle l'île aux serpents. Et la raison tient en un seul nom, Bothrops insularis. Une vipère dorée unique au monde dont le venin attaque les tissus humains en quelques heures. Ici, on en croise partout. Les estimations parlent d'1 à 5 serpents par mètre carré. Autrement dit, chaque pas est un risque. L'histoire locale raconte qu'un gardien de phare vivait ici avec sa famille. Une nuit, les serpents seraient rentrés dans leur maison par les fenêtres et par le toit, et quelques jours plus tard, on les aurait retrouvés sans vie, marqués par de nombreuses morsures. L'île n'a plus d'habitants depuis. Quelques équipes de biologistes, sous autorisation spéciale, viennent y prélever des données. Les serpents y vivent isolés depuis des milliers d'années. À l'origine, l'île faisait partie du continent. Puis la montée des eaux l'a séparée. Les reptiles qui étaient privés de leur proie habituelle se sont alors adaptés. Leur venin est devenu 5 fois plus puissant que celui de leurs cousins du continent, assez pour tuer rapidement les oiseaux qui migrent jusque-là. L'espèce est considérée comme menacée d'extinction puisque c'est le seul endroit au monde où elle vit. En 2008, des scientifiques ont estimé que la population des serpents est passée sous le seuil des 2000, soit un déclin de moitié en 10 ans. Quand on pense aux endroits extrêmes sur Terre, on a tendance à imaginer des lieux comme l'Everest, l'endroit le plus haut du monde. Eh bien, cette fois-ci, on va s'intéresser à son opposé, le lieu le plus profond du monde qui se nomme le gouffre de Veryovkina. Pour s'y rendre, vous devrez aller jusqu'en Abkhazie, un territoire situé près de la Géorgie qui est reconnu par seulement 5 pays. Cet endroit possède la grotte la plus profonde du monde, un gouffre béant qui plonge à plus de 2200 mètres sous la surface. Un abîme où l'on ne retrouve que le silence et le froid. La descente dans cette grotte est une véritable plongée dans les entrailles de la Terre. À mesure que l'on descend, l'air devient glacial. L'humidité s'infiltre dans les vêtements et le bruit du monde extérieur disparaît totalement. La moindre erreur d'un passager peut être fatale. Et un jour, un homme qui en a tenté l'expérience en a payé le prix. Le 1er novembre 2020, un homme du nom de Sergueï Kouzev a quitté la ville de Sochi en Russie pour se rendre dans le gouffre de Veryovkina. Il a d'abord réussi à atteindre la profondeur remarquable de 600 mètres, mais lui, il voulait aller plus loin. Il s'est alors donné l'objectif d'atteindre les 1100 mètres de profondeur. Sauf que Sergueï n'avait pas l'équipement nécessaire pour descendre aussi bas, ce qui compliquait beaucoup la tâche. À un moment, il était donc bloqué, et plutôt que de remonter à la surface, il a tragiquement tenté encore et encore en vain de descendre. Sa santé était fragile, et le froid s'est emparé de son corps. Il est décédé d'hypothermie. C'est seulement plusieurs mois après, en août 2021, que son corps a été retrouvé lors d'une opération de recherche complexe. Peu de personnes osent s'aventurer dans Veryovkina, et pour cause, cette grotte ne pardonne aucune erreur. L'environnement y est hostile, froid et sombre. À plus de 5000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, vous pouvez trouver le lac de Rupkund. Surnommé le lac des squelettes, ce petit plan d'eau, souvent gelé une grande partie de l'année, cache un secret macabre qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Chaque été, lorsque la glace fond, des centaines de squelettes humains apparaissent sous la surface. Ils sont dispersés autour et au fond du lac. Mais alors, qui étaient ces personnes et comment sont-elles décédées ? L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agissait d'un groupe de pèlerins surpris par une tempête de grêle massive, il y a plus de 1000 ans. Des analyses ont révélé d'abord que les ossements étaient anciens,
et que de nombreux crânes portaient des fractures provoquées par des impacts violents, comme si d'énormes grêlons de la taille de boulets de glace les avaient frappés. Mais ce qui rend le mystère encore plus étrange, c'est que les squelettes appartiennent à différents groupes ethniques, et ces groupes datent de plusieurs époques, certains ayant été laissés là plusieurs siècles après les premiers. On pense que les eaux du lac ont renfermé les restes d'au moins 500 individus. La quantité d'ossements a diminué au fil du temps, car de nombreux randonneurs ou touristes ont eu la curieuse idée d'en rapporter un souvenir. La récolte des ossements est non seulement interdite par la loi, mais également condamnée dans la religion hindouiste. À quelques kilomètres de Venise, on retrouve l'île de Poveglia, un lieu connu pour son passé sombre et son accès restreint. Depuis le Moyen-Âge, l'île servait de lieu de quarantaine pour les personnes contaminées par la peste. Lorsque l'épidémie ravageait l'Europe, les autorités y envoyaient des dizaines de milliers de personnes infectées, souvent condamnées à mourir dans des conditions horribles. Les corps étaient brûlés par centaines, et on raconte que le sol de l'île est aujourd'hui composé à plus de 50% de cendres humaines. Une inscription de 1793 sur une plaque avertit « Ne creusez pas, ici reposent les morts ». Un siècle et demi plus tard, en 1922, un hôpital psychiatrique a été construit, et plusieurs rumeurs ont émergé. La plus célèbre, c'est qu'un médecin présent sur l'île pratiquait des lobotomies brutales. Une opération qui sectionne ou altère une partie du cerveau dans le but de traiter des maladies mentales. Heureusement, cette pratique est désormais interdite dans de nombreux pays, et elle n'est plus considérée comme une bonne méthode dans la médecine actuelle. Pour en revenir au médecin, il aurait été tourmenté par des esprits et se serait jeté du clocher de l'église San Vitale dans les années 30. L'île est fermée depuis 1968 et aujourd'hui c'est un lieu fantomatique. Certains pêcheurs locaux qui croient aux légendes craignent les esprits des patients tourmentés et évitent donc de passer à côté de l'île. Tianduncheng, surnommée la ville fantôme chinoise, est une réplique énigmatique de Paris. Elle est située dans la province de Zhejiang en Chine. Ce projet immobilier a été lancé au début des années 2000, avec l'objectif de créer une ville qui reproduirait l'architecture, les monuments et l'atmosphère de Paris. La mission était claire, reproduire les monuments et l'atmosphère de la capitale française, mais sur un sol asiatique. Au cœur de la ville, on peut voir une tour Eiffel de 108 mètres. On y croise aussi une copie de l'Arc de Triomphe, des fontaines qui rappellent celles des places parisiennes, et des rues qui semblent calquées sur les boulevards de la capitale. Tout est pensé pour donner l'illusion d'un Paris miniature. Mais l'illusion se brise rapidement. La ville chinoise n'a jamais connu le succès espéré. Les maisons, appartements et bâtiments restent en grande partie vides. La ville étant loin d'attirer les habitants et les visiteurs espérés, la population est estimée à seulement 30 000 habitants. Les rares personnes qui s'y installent parlent d'une ville plutôt déserte où le silence règne. La circulation n'est certes pas inexistante, mais quand on compare à Paris, c'est rien du tout. Et c'est justement ça qui crée une ambiance étrange et presque irréelle. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'échec. La gestion des infrastructures est mauvaise, et finalement, l'attractivité n'est pas si présente que ça pour les habitants. Ce que je trouve dérangeant, c'est cette sensation de décalage entre l'ambition de recréer Paris et le résultat d'une ville peu vivante. Art Island est une île qui se situe à quelques kilomètres de Manhattan, et on peut dire que c'est l'un des endroits les plus lugubres de New York. Derrière son apparence banale de petite île boisée, ce lieu renferme en réalité l'un des plus grands cimetières anonymes au monde. Un endroit où plus d'1 million de corps ont été enterrés dans l'oubli. Depuis plus d'un siècle et demi, Art Island sert de fosse commune pour les sans-abri, les indigents, les prisonniers et les morts non réclamés ou identifiés. Des milliers de cercueils en bois y sont empilés dans de vastes fosses collectives. Elles sont creusées et entretenues par les détenus de la prison de Rikers Island. L'île est interdite au public depuis des décennies et la mort est omniprésente, mais personne ne vient pleurer les disparus. Au fil des siècles, elle a servi de camp de prisonniers pendant la guerre de sécession. Ensuite un hôpital pour les personnes atteintes de tuberculose, et enfin un site d'expérience médicale douteuse. Certains témoignages rapportent que l'île abriterait des tombes non répertoriées de victimes d'épidémies, comme celle de la grippe espagnole en 1918 ou du sida dans les années 80. Aujourd'hui encore, l'île reste un lieu fantomatique, où le silence n'est troublé que par le vent et le fracas des vagues. Dans une forêt reculée de Finlande, un lieu étrange et fascinant se dresse en silence. Le parc de sculpture d'un artiste reclus nommé Veijo Ronkunen.
Pendant près de 50 ans, il a sculpté en secret des figures humaines. Ça a transformé son jardin en galerie surréaliste. Cet endroit est peuplé de plus de 500 statues en béton, figées dans des poses étranges. Des expressions figées, parfois grimaçantes, des postures crispées et surtout leurs dents. Certaines de ces sculptures possèdent de vraies dents humaines, ce qui accentue leur aspect macabre. Parmi les œuvres les plus dérangeantes, je trouve que celle-ci l'est particulièrement. Une armée de yogis alignés en position de méditation, les yeux vides fixant l'infini. D'autres statues semblent figées dans un cri silencieux, certaines ont des sourires figés qui paraissent presque moqueurs. Au fil du temps, la mousse et la végétation ont recouvert ces figures, ce qui leur donne un aspect encore plus dérangeant. Beaucoup de visiteurs ressentent un profond malaise en parcourant ce jardin. Les statues paraissent presque vivantes, comme si elles vous observaient. Lorsque des visiteurs venaient dans le village, le créateur lui-même refusait de leur parler. Il restait toujours en retrait, mystérieux, préférant laisser son œuvre parler pour lui. Veijo Ronkunen est décédé en 2010, mais son jardin reste intact. Il continue à attirer les curieux et les amateurs d'art ou d'horreur. Dans les rues animées de Lomé, la capitale du Togo, un marché unique au monde se cache. Un lieu où les commerçants ne vendent ni des fruits, ni des vêtements, ni des bijoux, mais plutôt des ossements d'êtres vivants ou encore des têtes d'animaux séchés. Les gens qui achètent ces objets en font généralement des fétiches possédant des pouvoirs, disons, questionnables. Cet endroit se nomme le marché des fétiches, le plus grand marché vaudou au monde. Ici, la médecine traditionnelle et la sorcellerie se côtoient dans une atmosphère plutôt dérangeante. Les guérisseurs et prêtres vaudous y viennent chercher des ingrédients pour des rituels. Ils sont censés apporter de la chance, une protection ou encore une malédiction. Des parties d'animaux, parfois rares ou en voie de disparition, sont transformées en poudre, potions et amulettes. Les visiteurs peuvent aussi y voir des poupées vaudou, des fétiches sacrificiels et des statuettes rituelles. Certaines sont même maculées de sang séché. L'expérience est assez déroutante pour les touristes. La chaleur étouffante, les odeurs irritantes et la vue de restes d'animaux évoquent un monde où la frontière entre vie et mort semble floue. Les guides locaux insistent, le vaudou n'est pas de la sorcellerie, mais une spiritualité visant à guérir. Pourtant, quand on voit son apparence macabre, le marché incarne plutôt la mort. Si vous souhaitez y faire un tour un jour, il faudra être prêt à accepter un changement de culture radical, car c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en Occident. En plein cœur du désert du Sahara, une formation géologique colossale intrigue les scientifiques et les passionnés de mystère depuis des années. Son nom, c'est la structure Risha, plus connue sous le nom de l'œil du Sahara. Pour l'observer, il faut regarder l'endroit depuis le ciel. Cette immense spirale de 50 km de diamètre semble être une empreinte laissée par une force inimaginable. Mais malgré son apparence d'impact météorique, son origine reste une énigme. Elle a été découverte par des militaires français durant la Première Guerre mondiale en 1916 et aujourd'hui, elle est interprétée comme les restes d'un volcan géant vieux de 100 millions d'années. Les premières images satellites de la structure ont éveillé de nombreuses spéculations. Certains pensent qu'elle pourrait être ce qu'il reste d'une cité antique engloutie par le sable. D'autres personnes pensent qu'il s'agit de l'emplacement de l'Atlantide décrite par Platon. Mais la comparaison reste spéculative. L'Atlantide était une île fertile et navale, alors que l'œil du Sahara se trouve au cœur d'un désert et à plus de 550 km de l'océan. Le site est aussi riche en vestiges archéologiques. Des outils en pierre datant de plusieurs centaines de milliers d'années ont été retrouvés le long des rivières, ce qui indique une activité humaine ancienne. À première vue, cette route ressemble juste à un passage submersible. Mais quand on sait ce qui se trouve dans l'eau, on comprend mieux pourquoi ce lieu est présent dans cet iceberg. En traversant l'East Alligator River en Australie, vous aurez de grandes chances de croiser plusieurs crocodiles. Ce lieu est en fait l'un des plus dangereux du pays car ces animaux sont des alligators d'eau salée. L'une des espèces de crocodiles les plus grandes et les plus agressives de la planète. Certains spécimens dépassent les 6 mètres de long et attendent patiemment que des proies imprudentes s'aventurent dans leur territoire. Lorsque vous arrivez sur place, vous serez accueilli par plusieurs panneaux qui indiquent des phrases du genre « Ne risquez pas votre vie ». De plus, les courants d'eau sont assez traîtres et en quelques secondes seulement, l'eau peut tout emporter sur son passage. Des conducteurs sous-estiment la force du courant et se retrouvent piégés à la merci des crocodiles.
D'autres, inconscients du danger, s'aventurent à pied dans l'eau pour pêcher et réalisent que trop tard les prédateurs qui les guettent dans l'ombre. Les vidéos sont plutôt angoissantes, des dizaines d'alligators nageant à la surface, ou encore des conducteurs pris au piège du courant. Un véritable piège naturel, où chaque faux pas peut être le dernier. Si l'Australie est connue pour ses paysages ou encore ses kangourous, il y a également un autre domaine dans lequel le pays se fait connaître, le minage. Des milliers d'individus se rendent en Australie pour les opportunités de travail en lien avec l'industrie minière. Et ici, on va s'intéresser à l'ancienne ville de Wittenoom qui a connu un sort tragique. Dans les années 40, Wittenoom était un centre d'extraction de crocidolite, un minerai extrêmement toxique. Sauf qu'à l'époque, la dangerosité de cet élément n'était pas encore bien comprise. Des mineurs, ouvriers et familles entières vivaient au milieu d'une poussière invisible, respirant chaque jour ce poison lent. Lorsque les autorités ont enfin reconnu les dangers mortels de l'exposition à la crocidolite, il était déjà trop tard. Des milliers de personnes ont développé des cancers du poumon, dont le redoutable mésothéliome, un cancer incurable. Petit à petit, la ville a été abandonnée et a été déclarée zone interdite. Les panneaux routiers qui mènent à Wittenoom ont été démontés pour dissuader les curieux. Aujourd'hui, quand on se rend dans la ville, on peut clairement la comparer à Tchernobyl, puisque plus personne n'y habite. Il ne reste que des ruines balayées par le vent, des bâtiments recouverts de poussière et des routes envahies par le désert. Autrefois, une communauté prospérait, et aujourd'hui, cette ville est un cimetière invisible. Un endroit si dangereux que le gouvernement a effacé son nom des cartes officielles. Le vent emporte encore aujourd'hui les fibres de crocidolite à travers la région, et quiconque met les pieds à Wittenoom prend le risque de ramener une mort lente et invisible. Midnight Terror Cave est le nom d'une grotte qui se situe en Belize, un petit pays en Amérique centrale. Cet endroit, dont le nom évoque à lui seul l'horreur qui s'est déroulée, a été découvert en 2006. Des archéologues ont exploré les lieux et à l'intérieur, ils ont découvert des fragments de plus de 10 000 ossements humains. Ces fragments appartiennent à au moins 118 personnes différentes, dont plusieurs enfants. Ces restes sont associés à des artefacts mayas. Ils ont révélé qu'il y a 1000 ans, la grotte servait de lieu de sacrifice humain. Les Mayas croyaient que les grottes étaient des portes vers le Xibalba, un lieu mythologique gouverné par les dieux de la mort et de la maladie. Les victimes, probablement offertes aux dieux en période de crise, étaient exécutées rituellement, puis jetées dans l'obscurité de la caverne. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Certains ossements portent des marques indiquant que les corps auraient été découpés après leur mort. Et des études suggèrent même des pratiques de cannibalisme rituel. L'atmosphère de la grotte, avec ses parois humides et ses recoins plongés dans une obscurité totale, renforce son aura sinistre. Au-delà des ossements, il y a aussi l'atmosphère qui frappe ceux qui pénètrent la grotte. Les parois ceintes d'humidité, les boyaux s'enfoncent dans une obscurité totale, et chaque pas résonne dans le silence. Imaginer que des dizaines de vies ont pris fin ici donne une lourdeur difficile à décrire. Ce que vous êtes en train de voir, c'est le lac le plus hostile de Tanzanie, et peut-être même l'un des plus hostiles au monde. Son nom, c'est le lac Natron. Il est intriguant pour sa couleur rougeâtre inquiétante qui est causée par les cyanobactéries présentes dans l'eau. Avec un pH extrêmement élevé et des températures qui frôlent les 60 degrés, le lac devient un piège mortel pour quiconque ose s'en approcher. L'oxygène y est rare et la vie est quasi inexistante. Cependant, contre toute attente, quelques créatures osent s'aventurer dans ces eaux. Parmi elles, on a les flamants nains qui viennent se nourrir des cyanobactéries. Mais pour les animaux qui tombent accidentellement dans ce piège, le destin est tragique. Le lac calcifie leur corps, créant des sculptures macabres figées dans le temps. Elles sont préservées à jamais par l'alcalinité des eaux. Ce phénomène glaçant a été immortalisé par le photographe Nick Brandt, dont les clichés d'animaux pétrifiés font assez peur. La forêt d'Ibadan est une zone nichée qui se situe au Nigeria. L'endroit recouvre une grande forêt et également un bâtiment délabré. Le 22 mars 2014, un groupe de conducteurs de taxi était à la recherche d'un collègue qui avait disparu depuis plusieurs jours. À un moment, ils tombent sur ce bâtiment. Ils ont eu le bon réflexe d'appeler la police, puisqu'apparemment, cette bâtisse servait de lieu de trafic humain et de sacrifice rituel. À l'intérieur et aux alentours du site, les autorités ont retrouvé des corps en décomposition, des membres humains disséminés et des effets personnels des victimes. 23 survivants ont été secourus, tandis que d'autres gravement malnutris s'étaient cachés dans la forêt.
Les activités de ce lieu semblent avoir été orchestrées par des kidnappeurs et des rituels mystiques, parfois en lien supposé avec des personnalités influentes du pays, mais cette information est à prendre avec des pincettes. À l'intérieur du bâtiment, certaines personnes étaient encore enchaînées, et des habitants ont donc protesté. Ils réclamaient le sauvetage des personnes encore disparues. La police n'a étonnamment pas agi face aux nombreux cas d'enlèvement signalés dans l'État. Certains manifestants ont donc tenté d'accéder au bâtiment par leurs propres moyens, avec des bâtons et des machettes. Le bilan est d'au moins 20 blessés, et finalement la police a agi tardivement. Elle a sécurisé la zone et arrêté 6 individus. Le gouverneur de la région, Abiola Ayumobi, s'est rendu sur le site le 24 mars 2014 et a assuré aux habitants que les responsables seraient punis. Malgré cette promesse, le mystère et la peur entourant la forêt ont laissé une empreinte durable dans la mémoire de la population. Depuis, le site a été rasé et reconverti en école. Mais la forêt d'Ibadan reste gravée dans la mémoire comme un lieu où l'horreur humaine a prospéré dans l'ombre. Le cimetière de La Noria est un site funéraire situé au Mexique connu pour son ambiance lugubre. Ce qui le distingue des autres cimetières, c'est la façon étrange dont les corps y sont enterrés. Les tombes sont disposées en cercle, formant une sorte de spirale qui semble défier les conventions traditionnelles. Le cimetière est extrêmement isolé et laissé sans surveillance. Malheureusement, beaucoup de tombes ont été saccagées par les pilleurs à la recherche d'objets de valeur. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce lieu, mis à part qu'une promenade sur le site est assez lugubre. On peut voir des tombes complètement brisées et même des squelettes humains un peu partout sur le site. En 2004, un tsunami a dévasté les côtes de Tamil Nadu, une région dans le sud de l'Inde. La catastrophe a fait plus de 8000 morts dans cette région. À Vilivakam, des milliers de survivants ont tout perdu. Leurs maisons, leurs emplois et leur avenir. Dans ce contexte de pauvreté extrême, un commerce illégal s'est développé. Celui des organes humains, et en particulier des reins. Le district a gagné le surnom de Kidnevakam, ou la ville des reins, à cause du nombre de personnes qui ont dû vendre leurs reins pour survivre. Des courtiers profitant de la misère proposaient aux habitants des sommes d'argent, parfois jusqu'à 3000 $ pour leurs reins. Mais en réalité, beaucoup recevaient bien moins après l'opération, souvent dans des cliniques peu fiables. Ces interventions, réalisées dans des conditions parfois risquées, laissaient les donneurs avec des problèmes de santé durables et peu d'amélioration dans leur situation financière. Pour beaucoup, vendre un rein était perçu comme une dernière option face à la faim et aux dettes. Ce phénomène n'était pas isolé. Les survivants du tsunami vivaient dans des camps de réfugiés et ils étaient particulièrement vulnérables. Les courtiers exploitaient leur désespoir, transformant Kidnevakam en un symbole de ce commerce sombre. Bien que des lois existent en Inde pour réglementer les dons d'organes, le marché noir a continué de prospérer. Il était alimenté par la pauvreté et l'absence d'alternatives. Dans une petite ville slovaque se dresse l'une des prisons les plus notoires d'Europe, la prison de Leopoldov. Elle a été construite à l'origine en 1669 comme une forteresse pour repousser les invasions ottomanes. Puis elle a été transformée en prison au XIXe siècle. Mais derrière ces murs épais, cet endroit a connu une histoire abominable. Cette histoire est marquée par la répression, la torture et des épisodes de violence extrême. Dès sa conversion en prison en 1855, Leopoldov a acquis une réputation sinistre. Sous le régime communiste dans les années 50, elle est devenue un centre de détention pour les opposants politiques. Parmi les prisonniers notables, il y avait Gustav Husak, le futur président de la Tchécoslovaquie. Il a été emprisonné de 1954 à 1960 pour des purges internes au Parti communiste. Les détenus étaient souvent soumis à des interrogatoires violents et à des privations. Ils vivaient dans des conditions inhumaines, marquées par la faim, le froid et les abus physiques quotidiens. Un autre cas est celui de Jan Brichta, un jeune homme arrêté en 1951 pour avoir tenté de fuir vers l'Italie afin de devenir prêtre. Il dit qu'il a été torturé pendant 3 mois, battu jusqu'à évanouissement et forcé à faire des exercices épuisants. Il a perdu 16 kilos, passant de 64 à 48 kilos. Après la révolution de velours en 1989, la prison a été le théâtre d'une série de révoltes d'une violence sans précédent. En janvier 1990, environ 2500 prisonniers, dont des meurtriers, des voleurs et des récidivistes, se sont rebellés contre l'administration pénitentiaire. L'année fatidique est 1990, lorsque des centaines de détenus ont pris le contrôle de secteurs entiers. Ils ont utilisé des armes improvisées comme des cocktails Molotov et des lance-flammes artisanaux. L'un des épisodes les plus sanglants a eu lieu en novembre 1991.
lors de l'évasion la plus meurtrière de l'histoire tchécoslovaque. 7 prisonniers ont assassiné 5 gardiens avant de s'échapper, ils ont ensuite volé des voitures et se sont enfuis par train. Cette évasion, suivie d'une chasse à l'homme nationale, a choqué le pays et a renforcé la réputation de Léopoldov comme un lieu de chaos et de danger. Aujourd'hui, la prison de Léopoldov est encore ouverte et c'est la plus grande de Slovaquie. Elle accueille des prisonniers de moyenne et haute sécurité, y compris des condamnés à perpétuité. Elle dispose d'unités spécialisées pour les troubles psychologiques et les addictions. On arrive à la fin de l'iceberg. J'espère sincèrement que cette dernière partie vous a plu. J'ai volontairement écarté tous les endroits liés au paranormal car je trouvais ça assez redondant. Alors oui, cet épisode aurait dû sortir 2-3 semaines après le premier, comme je l'avais énoncé, donc excusez-moi pour ceux qui l'attendaient. J'ai bien vu qu'il était temps de sortir l'épisode depuis que quelques-uns commençaient à s'impatienter. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux, je vous affiche l'Instagram ou le serveur Discord en description. Sur ce, c'était Rumness, à bientôt.